Vous voyez, chers amis, reprit le lion en s'adressant aux animaux, avant même que le monde nouveau et pur que je vous ai offert n'ait plus de 7 heures, une force du mal a déjà pénétré en lui, réveillé et amené jusqu'ici par ce fils d'Adam. Toutes les bêtes, y compris Fraise, tournèrent le regard vers Diggory, qui aurait préféré disparaître sous terre. Mais ne vous laissez pas abattre, reprit Aslan, s'adressant toujours aux bêtes. Le mal engendre le mal, mais il est encore loin, et je veillerai personnellement à prendre en charge le pire. Bienvenue derrière la porte de l'armoire, le podcast où on vous emmène à la recherche des sens cachés dans les histoires de mondes imaginaires créées par C.S. Lewis, l'auteur des célèbres chroniques de Narnia. Bonjour Lola. Bonjour Anna. La dernière fois, on a laissé l'oncle Andrew avec une bande d'animaux qui essayaient de comprendre qui il était. Ils l'ont interrogé, mais lui, il ne comprenait pas leur langage et il n'entendait que des grognements. Et donc, on reprend aujourd'hui avec le chapitre 11. Diggory et son oncle sont dans le pétrin. L'oncle Andrew, terrorisé, s'évanouit pendant que les animaux débattent pour savoir ce qu'il est et comment s'occuper de lui. Ils finissent par décider qu'il doit être un arbre et le plantent en terre avant de l'arroser copieusement, ce qui le réveille. Pendant ce temps, Diggory est arrivé auprès d'Aslan. Il demande de l'aide pour sa mère, mais le lion ne lui répond pas. Il le présente comme celui qui a introduit le mal à Narnia et demande à Diggory d'expliquer ce qui s'est passé. Le garçon est tenté de trouver des excuses, mais finit par reconnaître qu'il est seul coupable d'avoir amené la sorcière à Narnia. Aslan annonce que les enfants d'Adam vont être mis à contribution pour réparer les dégâts. Puis, il fait venir par magie la femme du cocher et leur annonce qu'ils vont être le premier roi et la première reine de Narnia. Donc on a deux parties vraiment bien différentes dans ce chapitre. On a une première partie très humoristique et puis une deuxième partie beaucoup plus sérieuse. Mais comme toujours, il va y avoir aussi des choses sérieuses derrière l'humour. Tout à fait. On rencontre plein d'animaux qu'on avait déjà vus dans les chapitres précédents qui vont nous faire beaucoup rire. Toujours aussi bien illustrés par Pauline Baynes avec des planches tout à fait charmantes, avec l'âne, l'ours, le fourmilier, le raton laveur et le chouka qui débattent autour de l'oncle Andrew, à la fois très mignonne et très drôle, avec mon personnage préféré de ce chapitre, le bulldog. On y reviendra tout à l'heure. Absolument. Donc comme ce sont des animaux parlants, ils essayent de mettre en pratique le commandement qu'Aslan vient de leur donner, qui est de prendre soin des autres créatures. Mais le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce qu'est cette créature. Donc ils font preuve ici d'une grande innocence. En fait, ils ne savent pas reconnaître un humain. Par exemple, Lewis explique qu'ils ne savent pas ce que sont les vêtements. Et puis l'oncle Andrew est beaucoup plus grand et plus mince que les autres. Et en plus, il a des cheveux tout ébouriffés. Et donc les animaux ne comprennent pas qu'il appartient à la même espèce que les autres humains. Et puis évidemment, la tâche est compliquée par le fait qu'ils ne le comprennent pas. Quand le lapin avait dit à Polly et Diggory qu'ils ressemblaient à des laitues, ils avaient pu protester. Mais là, c'est pas possible. Personne ne comprend le langage de l'autre. Exactement, c'est dans les deux sens. Et c'est ça qui est à la fois très drôle et un enseignement puissant. Là où l'oncle Andrew voit en eux des êtres bestiaux, dans le sens sauvage, agressif, les animaux parlants voient en l'oncle Andrew un être bizarroïde qui n'est même pas doté de parole. Et on voit certains animaux qui protestent en disant « Non, il peut pas parler, c'est pas possible, il nous aurait parlé s'il savait le faire. » C'est beaucoup plus innocent de la part des animaux que de la part de l'oncle Andrew. L'oncle Andrew, c'est du mépris, c'est un refus de se laisser toucher par l'autre. Et les animaux, c'est peut-être de la naïveté, de l'innocence, et ça nourrit le côté humoristique, mais ça enseigne également aux petits et aux plus grands à quel point, quand mutuellement on se comprend pas, c'est très difficile de communiquer et de construire une relation.
Et on voit beaucoup de petits pics dans le texte qui sont très drôles, mais qui nous enseignent beaucoup dans cette relation entre les animaux et l'oncle Andrew qui passe pas tout simplement. On a également l'ambivalence entre leur innocence, leur naïveté et leur savoir. Par exemple, ils savent qu'un arbre doit être arrosé. Mhm. Comment est-ce qu'ils le savent ? On ne sait pas, alors que les arbres viennent de sortir de terre, ils n'ont sûrement pas eu besoin d'être arrosés depuis. C'est quelque chose qu'ils savent. Par contre, reconnaître des humains, c'est une qualité, une capacité qu'ils n'ont pas encore eue. Mhm. On jongle avec la connaissance et la nouveauté, qui rajoute à l'effet comique également. Mhm. Ce qui est aussi très très amusant dans cette scène, en fait, c'est le contraste entre les choses amusantes que disent les animaux et l'effet que ça produit sur l'oncle Andrew qui est tellement terrorisé qu'il s'évanouit. Et en fait, pour nous, ils sont encore moins effrayants parce que non seulement on comprend ce qu'ils disent, mais en plus, ils nous font rire quand ils parlent. Du coup, voilà, il y a vraiment une source d'humour là. Alors, en parlant d'animaux, en français, il y a un âne, un tapir, un phacochère, un ours, un bulldog, une éléphante et un chouka. Et la traductrice nous a encore fait quelque chose de bizarre ici, mais ne vous inquiétez pas, on va rétablir la vérité. Parce que dans la version anglaise, il y avait un blaireau qui est devenu un castor en français. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Lula, mais je suis pratiquement sûre qu'elle a fait exprès de changer ça à cause de la connotation négative du mot blaireau en français, dont on avait déjà parlé au début de la saison 1. Mais il faut se souvenir que pour Lewis, les blaireaux sont des animaux tout à fait sympathiques et on va en rencontrer un qui joue un rôle très important dans Le Prince Caspian. Et donc, je ne vois vraiment pas pourquoi il faudrait changer. On va garder le blaireau. Et donc, je vais donner un exemple de conversation amusante, très amusante, et Lula aussi, je sais que tu vas aimer. C'est la conversation entre l'éléphante et le bulldog. Oui. Alors, donc l'éléphant dit, il se pourrait bien que ce soit une espèce d'animal. Cette boule blanchâtre, ça ne pourrait pas être un genre de tête? Et ses trous, des yeux et une bouche? Pas de nez, bien sûr. Enfin, là-dessus, il faut avoir l'esprit ouvert. Très peu d'animaux possèdent ce que l'on pourrait vraiment appeler un nez, ajouta-t-elle en longeant du regard sa troupe et en louchant, non sans une certaine et compréhensible fierté. Je m'oppose fermement à cette remarque, rétorqua le bulldog. Et c'est un running gag dans tout le chapitre. Dès qu'on parle de nez, le bulldog prend la mouche et s'oppose fermement à cette discussion. Je trouve ça particulièrement drôle. Je suis tout à fait sensible à cet humour puisque j'ai eu un chien bronchicéphale, donc sans nez, enfin les nez aplatis, et je l'appelais constamment le pas de nez. Ce qui même irritait mon mari parce qu'il disait mais arrête, tu vas le complexer. Et je disais mais c'est vrai, il est tout plat. Et voilà, ça me rappelle des très bons souvenirs. Malheureusement, il nous a quittés l'année passée. Mais oui, ça me rappelle beaucoup de discussions avec mon chien qui n'avait pas beaucoup de nez. Et j'imagine, voilà, mon chien discuter avec l'éléphante. Et voilà, c'est une blague qui revient, qui est de base très drôle. Et moi, je la trouve absolument délicieuse. Voilà, pour mon histoire personnelle de petits chiens très mignons sans nez. Alors ensuite, il y a un débat, parce qu'il y en a certains qui pensent que les cheveux sont des racines, et donc ils veulent le planter la tête en bas. Mais finalement, heureusement pour l'oncle Andrew, il le plante dans le bon sens, la tête en haut. Et comme il a l'air fané, il décide de l'arroser. Mais je trouve que ce débat, il est passionnant. Et il est tellement intelligent. Par exemple, si on prend un poireau. Mhm, Un poireau, les filaments, ça ressemble plus à des cheveux, et on pourrait voir les membres comme des grandes feuilles. mhm, Et le fait qu'il se pose la question, je trouve que c'est tout à fait intelligent. Ça rajoute évidemment à l'effet comique, les enfants doivent être pliés en quatre, bon les adultes aussi, hein, on est tous bon public, mais c'est tellement intelligent comme question. Pour nous, ça paraît évident que la tête sortie, mais mhm, j'aime cette capacité que C.S. Lewis a de voir les choses telles qu'elles pourraient être, plutôt que telles qu'elles sont. Et, face à l'évidence du corps humain qu'on a l'habitude de voir, de réussir à poser un regard nouveau et de se poser la question, mais des êtres qui n'ont jamais vu d'humain, qui ne connaissent que les arbres, comment est-ce qu'ils prennent soin d'un mhm, corps humain qui fait vaguement des bruits parce qu'ils ne le comprennent pas. Et, mhm. et c'est drôle, mais c'est hyper instructif. Et j'ai trouvé ce passage vraiment éclairant, avec, encore une fois, cette bonne dose d'humour, mais d'intelligence. Mhm.
Alors il y a un petit détail à noter avant de continuer, c'est qu'à un moment donné, quand les animaux retournent l'oncle Andrew, il y a des pièces d'or et d'argent qui tombent de sa poche. Et on dirait que c'est un détail complètement gratuit, mais retenez-le parce que c'est quelque chose qui va être important pour la suite de l'histoire et on ne vous en dit pas plus pour le moment. Alors la dernière fois, je vous ai parlé d'une comparaison entre le premier volume de la trilogie cosmique, hein, Au-delà de la planète silencieuse, et ce livre. Et j'avais dit qu'il y avait beaucoup de ressemblances avec un personnage qui s'appelle Weston et l'oncle Andrew. Et là, sur cette scène, c'est vraiment assez clair. Et donc, je voulais vous donner un peu plus de détails pour que vous puissiez bien voir la ressemblance. Donc, Weston est donc sur la planète Mars et il est très énervé. Et donc, pour le calmer, les Martiens décident de le doucher. Et ça fait rire tout le monde. Mais comme dans le cas de l'oncle Andrew, comme Weston ne comprend absolument pas le langage des Martiens, quand il rit, il croit que ce sont des rugissements. Et il y a vraiment un certain nombre de parallèles entre les deux scènes. Par exemple, donc Weston est aussi un personnage mauvais, il a même été jusqu'à tuer un Martien. Et dans les deux cas, on a un genre de punition, mais c'est pas très méchant. Les personnages ont très peur, mais ce qui leur arrive finalement n'est pas très grave. Et dans les deux cas, on ridiculise publiquement une personne qui se prend très au sérieux. Même si c'est pas voulu dans le cas des animaux, ils se rendent pas compte qu'ils ridiculisent l'oncle Andrew, mais ils le font quand même. Et la personne est ridiculisée par des êtres qu'elle-même méprise. Par exemple, Weston prend les Martiens pour des êtres primitifs. Donc, dans les deux cas, il y a un mépris de la part de la personne qui se fait humilier. Et enfin, dans les deux cas, le but est le même. Il y a l'espoir que la personne puisse rire d'elle-même. Molière disait qu'une des fonctions de la comédie, c'est de corriger les vices des hommes. Et pour Lewis, savoir rire de soi-même, c'est très très important parce que c'est la meilleure façon de se garder de l'orgueil, qui est le plus grand péché qui existe selon lui. Et, il y aura d'autres personnages mauvais d'ailleurs qui vont se trouver dans des situations ridicules à Narnia, mais comme c'est Narnia, on n'en parle pas, puisque on en parlera quand on arrivera à ces livres. Il y a notamment le cheval et son écuyer qu'on verra dans quelques années. Mais voilà. On voit le cercle vertueux et le cercle vicieux de l'autodérision. On a eu la première histoire drôle dans les chapitres précédents, où le Chouka est taquiné par Aslan en disant « Est-ce que j'ai dit la première histoire drôle ?» Et Aslan qui lui rétorque « Mais tu es la première histoire drôle. » Et tout le monde rit, en premier le Chouka, parce qu'ils sont ensemble dans un espace qui est sûr, où on peut rire de soi-même sans se sentir dévalorisé. Et à l'inverse, on voit cet oncle Andrew qui est totalement incapable de faire preuve de la moindre once d'autocritique. Et ça souligne l'importance de pouvoir être dans un environnement sain qui permet qu'on puisse rire de soi-même. Aussi pour les enfants, je pense, de créer cet environnement avec leurs amis, avec leur famille, où ils peuvent se sentir en sécurité, de faire des blagues sans que ce soit mal pris, que ce soit méchant. Et on le voit chez Polly et Diggory qui des fois ils s'envoient des petits pics. Et des fois c'est un petit peu trop, ils peuvent être un petit peu vexés. Et là, on est dans ce monde qui est bon, qui est parfait, si on enlève la sorcière qui a débarqué, et qui permet cette ambiance très chaleureuse, très conviviale. Mhm. Ensuite, on passe à la partie plus sérieuse du chapitre, notamment donc à la conversation entre Diggory et Aslan. Diggory est arrivé devant Aslan et il a peur de lui, il n'ose même pas le regarder droit dans les yeux, mais il va quand même lui demander s'il peut sauver sa mère. Et là, surprise, le lion ne répond pas. Ça peut sembler cruel, et ça le serait si c'était la preuve que le lion ne se soucie pas de la mère de Diggory, mais on verra plus tard que ce n'est pas le cas. Il y a une autre raison pour laquelle il ne répond pas. En l'occurrence, c'est une question de priorité, il y a des choses à régler avant ça. Aslan n'accuse pas Diggory directement, et c'est pas lui qui va raconter aux animaux ce qui s'est passé. Il va utiliser la méthode socratique, c'est-à-dire, on avait déjà parlé de la méthode socratique dans la saison 1, c'est la méthode qui consiste à poser des questions. Et on avait même vu que Dieu utilisait cette méthode, par exemple, avec Adam, dans le Jardin d'Éden, quand il dit « Où es-tu ? Comment sais-tu que tu es nu ?» etc. Et là, il utilise aussi cette méthode socratique avec l'idée qu'on prend soi-même conscience des problèmes au fur et à mesure de la conversation. Et exactement comme Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, Diggory essaye au début de la conversation de trouver des excuses. Et
au fur et à mesure de la conversation, il finit par reconnaître sa culpabilité. Donc, par exemple, à un moment donné, Aslan dit « Comment ça, vous avez rencontré la sorcière ?» Elle s'est réveillée, dit Diggory, qui n'en menait pas large, avant d'ajouter, blanc comme un linge, je veux dire, je l'ai réveillée. Je voulais savoir ce qui arriverait si je frappais sur la cloche. Mais Pauline ne voulait pas, c'est pas sa faute. Je me suis disputée avec elle. Je crois que j'étais un peu envoûtée par l'inscription sous la cloche. Vraiment demanda Aslan, la voix toujours aussi grave. Non, aujourd'hui je comprends que c'était faux. Je faisais semblant de l'être. On voit dans ce dialogue d'ailleurs qu'on n'est pas dans une allégorie avec des correspondances exactes entre les histoires, puisque clairement Pauline n'est pas coupable, alors que Ève l'était au même titre que Adam. Et une fois que Diggory a reconnu sa culpabilité, Aslan parle et il pose le verdict. Il reconnaît que Diggory est coupable, mais tout de suite après, il ouvre des perspectives d'espoir. Et c'est la citation qu'on a lue tout au début, où il dit « Je veillerai personnellement à prendre en charge le pire ». Et là, on a un écho biblique. Ce qu'on a déjà lu l'année passée. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Oui, ben en fait, on a vu ce qui se passait, on a vu comment il prenait en charge le pire dans l'armoire magique. Et là, on est sur un passage que je trouve capital dans la pédagogie. À la fois la pédagogie divine qu'on retrouve en Genèse lorsque Adam et Ève ont fauté, ont mangé le fruit qu'ils n'étaient pas censés manger, où Dieu les interroge. Il y a cette méthode de question et où il n'est pas dans l'accusation, dans le courroux, mais il reste calme, il les vêtit. D'ailleurs, il prend des peaux d'animaux pour les vêtir, donc il y a des conséquences à leurs actes. Et évidemment, il y aura des conséquences à leurs actes dans le jardin d'Éden. Ils vont devoir être chassés, ils vont devenir mortels, mais c'est pour limiter la casse, entre guillemets. C'est des conséquences pour le plus grand bien. À aucun moment, c'est le courroux d'un Dieu qui s'énerve et qui va regretter ses actes. C'est une pédagogie qui est réfléchie de la part de Dieu pour prendre soin de l'humanité tout entière. Et là, on a la même chose chez Aslan, qui ne s'énerve pas, qui laisse l'espace à Diggory de s'exprimer, de se reprendre, qui n'est pas agressif, qui n'est pas violent, qui n'est pas énervé, qui lui laisse toute la place de s'exprimer et qui ensuite va donner des règles de conséquences pour régler, réparer le problème au mieux. Mais le plus gros effort, ça va être Aslan lui-même qui va le fournir dans Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique que nous avons déjà lu ensemble. Ouais. Et là, les parallèles sont très importants avec l'histoire biblique. On en avait parlé la saison passée, on vous invite à l'écouter si ce n'est pas le cas. Mais le sacrifice d'Aslan sur la table de pierre qui fait référence directe au sacrifice de Jésus à la croix. Mm-hmm. Et évidemment, c'est de la sagesse biblique, donc c'est de la sagesse qui a des millénaires, mais dans la pédagogie aujourd'hui, moderne, dans l'éducation des enfants, c'est particulièrement novateur pour l'époque, de laisser l'enfant s'exprimer pleinement, de lui laisser la place pour pouvoir dire ce qu'il a à dire. Aujourd'hui, on parle d'éducation positive, on sait que les enfants sont des personnes à part entière, qu'ils ont besoin de s'exprimer, mais à l'époque, c'était particulièrement novateur, et on voit à quel point Lewis est précurseur dans son estime des enfants, dans son amour, dans son respect. C'est un enseignement biblique. Jésus aimait beaucoup les enfants, mais il est particulièrement bien appliqué par Lewis, et ça se ressent dans ce chapitre. Mm-hmm. Et donc, je veillerai personnellement à prendre en charge le pire. C'est un écho biblique à plus d'un titre, notamment aussi parce que dans le texte de la Genèse, on a le même phénomène, c'est-à-dire que à peine Adam et Ève ont péché, Dieu annonce dans ce qu'il dit au serpent qu'il va donner une solution. Lorsqu'il dit dans Genèse chapitre 3 verset 15, « Je susciterai l'hostilité entre toi-même », donc il parle au serpent, « et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui écraseras le talon », où il annonce déjà la venue. Les théologiens sont d'accord pour dire qu'ici il annonce la venue de Jésus qui écrasera la tête du serpent, qui sera victorieux et qui sera le descendant d'une femme, Marie. Donc là on a un parallèle. Et le deuxième parallèle biblique, c'est un petit peu plus loin, lorsque Aslan dit « Puisque ce sont les fils d'Adam qui ont commis ce tort, ce sont eux qui aideront à le redresser. »
Et donc ça, on le trouve dans la Bible aussi, notamment avec des versets qui suggèrent que Jésus est comme un nouvel Adam, qui vient réparer ce que Adam a fait. Donc il y en a plusieurs qui vont dans ce sens. Donc par exemple dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 21 et 22, car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Alors, dans le texte de Narnia, Aslan met un pluriel. Il dit ce sont les fils d'Adam qui ont commis ce tort. Et il fait référence à Diggory, mais il fait aussi référence à quelqu'un d'autre. Et le suspense ne va pas durer longtemps puisque juste à ce moment-là, après avoir prononcé ces mots, il se tourne vers un autre personnage présent, c'est-à-dire le cocher Frank, qui va être donc également interrogé par Aslan. Et qui prend une place particulièrement importante. Et on voit à quel point le cocher, Frank, a été infusé de la sagesse biblique dans sa vie. Pour moi, dans ce chapitre, le premier point où on voit cette sagesse, c'est Aslan dit à Frank: aimerais-tu vivre ici à jamais? C'est que, voyez-vous, cher monsieur, je suis marié. Mais si mon épouse vivait ici avec moi, ni elle ni moi ne souhaiterions retourner vivre à Londres, j'en suis certain. Nous sommes tous deux de la campagne. Et ça fait des chapitres et des chapitres qu'on voit Frank être le plus sensible à ce monde incroyable. On voit qu'il a un véritable amour pour cet endroit. Et son premier réflexe, c'est de penser à son épouse, qui est un lien sacré. Et que dans ce moment incroyable, où il voit son cheval qui parle, où il voit ses animaux qui parlent, où il a vu la création d'un monde, il ne perd pas le nord. Et on voit sa sensibilité à cela. Mais sa sensibilité à ce monde incroyable et parfait, ça lui rappelle l'amour qu'il a pour sa femme, ça lui rappelle l'engagement qu'il a pour sa femme. Et la chute de Genèse 3 crée une discorde entre Adam et Ève, crée une discorde entre le premier couple. Et que ici, la chose première qui lui vient en tête, c'est: je veux être avec mon épouse, j'ai un engagement envers elle, je l'aime. On ne sait pas si c'est de l'ordre du devoir, de l'ordre de l'émotion, mais en tout cas, il est fidèle à l'alliance qu'il a faite avec sa femme. Et ben c'est beau. Et on souligne ce rôle que Frank et que Hélène vont avoir. Et on en parlait dans les chapitres précédents, le fait que le rôle d'Adam et Ève dans la Genèse est traduit et diffusé à travers plusieurs personnages dans ces chapitres. On peut nommer les animaux qui parlent, on peut nommer Diggory, et on va nommer Frank et Hélène qui ont ces rôles tout à fait singuliers. Et donc la réponse de Frank plaît beaucoup à Aslan, et il n'en faut pas plus pour qu'il appelle sa femme et qu'elle apparaisse parmi eux par magie. Et on a une petite phrase là qui montre point de vue de Polly. Elle avait reconnu la femme du cocher, convoquée ici non pas au moyen d'un savant jeu de bagues, mais avec toute la rapidité, la légèreté et la délicatesse d'un oiseau rejoignant son nid. Moi j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle montre le contraste entre la magie humaine avec ses complications et la magie infiniment supérieure d'Aslan, à la fois plus simple et plus efficace. On voit également l'amour que C.S. Lewis a pour les personnes simples et bonnes. Elle arrive et elle était sûrement en train de faire sa lessive parce qu'elle a de la mousse sur les avant-bras, mais il est dit qu'elle était belle, qu'elle était au mieux qu'elle aurait pu être. Même si elle avait été tout endimanchée, elle n'aurait pas eu cette dignité, ce rayonnement. Je sais que C.S. Lewis avait beaucoup d'affection pour les gens qui faisaient un travail honnête, qui vivaient leur vie simplement, sans chichi, sans recherche de grandeur, de pouvoir, mais qui vivaient leur quotidien avec reconnaissance. Et on voit cette femme tellement touchante. Elle va prendre la main de son mari. Elle a l'impression d'être dans un rêve. Elle va lui prendre la main. Et pour l'époque, je trouve ça particulièrement affectueux. Je connais pas exactement les codes de l'Angleterre victorienne, mais j'imagine que le fait de prendre la main de son mari, c'était pas aussi commun que ce que ça pouvait être aujourd'hui. Et on voit cette affection qui unit ce couple qui est très touchante, qui est très naturelle. On voit que ça leur vient naturellement chez eux. Et c'est un beau couple qui forme. Il y a un contraste entre l'artificialité et la beauté naturelle d'Hélène, en fait. Et notamment, on mentionne son chapeau du dimanche avec des fausses cerises dessus. Et donc, le narrateur dit que voilà, elle est beaucoup plus jolie comme ça.
avec ses habits de travail. Elle est belle naturellement, elle n'a pas besoin d'artifice, surtout de choses qui imitent la nature, hein, tout en étant moins belle. Et moi, je suis quelqu'un qui aime énormément les fleurs, mais je déteste les fleurs artificielles, donc je me retrouve bien dans cette petite remarque. Oui, je suis d'accord, je n'aime pas du tout les fleurs artificielles non plus, mais je t'avoue, j'aimerais bien voir à quoi ressemble le chapeau. Parce que un chapeau avec des fausses cerises de l'époque victorienne, il y a quand même un petit côté Béatrix Potter qui a l'air très mignon. Mais on voit bien en effet l'appel à son quotidien. Mm. Enfin, Aslan fait appel à Franck et Hélène, non pas parce que c'est des personnes éduquées, c'est des personnes endimanchées, mais c'est des personnes de la terre qui sont sincères dans ce qu'elles font. Mhm. Et c'est ça qui les fait rayonner. C'est Mhm. pas les artifices qu'ils pourraient mettre en place. Mhm. Et ensuite, donc, Aslan déclare qu'ils vont être roi et reine de Narnia. Et en réalité, Aslan n'a posé qu'une seule question au cocher, hein. Est-ce que tu aimerais habiter ici? Il lui a pas fait passer un entretien d'embauche. Et il va lui poser une série de questions, oui, mais elles vont venir après la déclaration d'Aslan. Donc la royauté n'est pas conditionnée par la bonne réponse aux questions. Aslan les a choisis tous les deux, et quelque part, ça ne dépend pas d'eux. Ensuite, il va poser des questions, mais ils ont déjà été choisis. Et on peut voir un parallèle avec le message de la Bible où on nous dit dans la Bible que Jésus est mort pour tout le monde et qu'il n'y a pas de condition au départ pour être sauvé. Il suffit de l'accepter, hein, comme le cocher et sa femme vont simplement devoir accepter la royauté. Il y a une phrase que je trouve particulièrement pertinente qui n'est pas directement issue de la Bible, mais qui est un résumé de certains de ses enseignements, qui dit « Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appelés ». Ah, pas mal. Et c'est quelque chose qui revient assez régulièrement, et on voit notamment les disciples, les apôtres. Il y en avait peu qui auraient été choisis par les humains, dans le sens où si on avait dû choisir des apôtres pour représenter le Christ, on n'aurait pas choisi ceux que le Christ a appelés. Mm. Et pourtant, c'est ces personnes que Jésus a appelées, que Jésus a qualifiées, et c'est elles qui ont été choisies pour faire ce travail important. Et là, on a un bel exemple de cette qualification des personnes qui sont appelées, tout en sachant qu'Aslan connaît le cœur de Franck et d'Hélène. Oui. Il a aussi cette connaissance surnaturelle qui fait qu'il connaît leur cœur, qu'il connaît leur motivation. Ça reste un être suprême. Mhm. Donc ensuite, Aslan donne une mission au cocher et à sa femme. Il dit « Vous régnerez sur Narnia et donnerez un nom à toutes ces créatures. Vous les protégerez de leurs ennemis et vous rendrez la justice. En effet, vous aurez des ennemis car il existe dans ce monde une sorcière maléfique. » Et une fois de plus, on voit qu'on est dans une réécriture et pas dans une allégorie, puisque ici, ils représentent Adam et Ève et ils reçoivent une mission similaire à celle d'Adam et Ève. Hein, ils sont invités notamment à nommer les animaux, comme Adam l'avait été dans la Genèse. Et en même temps, bien sûr, ici, ils n'ont rien fait de mal. Hein, donc, on retrouve cette multitude de figures d'Adam et Ève dans cette histoire. En tant que fils et filles d'Adam et Ève, ils vont contribuer à réparer le mal qui a été introduit par un fils d'Adam, en protégeant Narnia contre la sorcière, comme Aslan l'avait annoncé plus tôt. Et dans ce sens, ici, il joue aussi un peu le rôle de la figure christique. Hein. Mais c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus riche qu'une simple allégorie. Je crois que tu avais envie de parler du prénom de Franck. On voit une grande honnêteté de la part de Franck et par extension de la part d'Hélène. Quand Aslan lui pose des questions, il est tout à fait honnête. Il fait aucune fausse promesse. Il dit je sais pas, je l'ai pas encore vécu, mais je ferai de mon mieux. Je sais pas si j'arriverai à me battre, si je dois aller à la guerre, mais je dirais, je ferai de mon mieux dans la situation qui m'est donnée. Je suis incapable de prendre de tels engagements, monsieur, en toute sincérité. Les gens auront ce qu'ils méritent, répondit le cocher, dont la voix était de plus en plus posée et profonde, plus proche de celle d'un homme de la campagne que de la voix sèche et saccadée d'un vieux londonien des faubourgs. Petit pic de C.S. Lewis à l'accent londonien, mais il y a cette sincérité absolue de la part de Franck qui est très belle. Et on pourrait imaginer dans cette situation, devant tous les animaux dont il a la charge, qu'il pourrait faire le fier, qu'il pourrait prendre des engagements qu'il ne saurait pas tenir, mais non. Il est complètement honnête et il dit « je ferai de mon mieux ». Et ça, c'est une très belle leçon qui nous est donnée dans ce chapitre. Et en anglais, d'ailleurs, ça ne se voit pas dans la traduction, on ne peut pas le rendre en français, mais en anglais, Lewis le fait parler avec un accent cockney, qui est l'accent londonien populaire.
En anglais, encore plus qu'en français, l'accent permet de déterminer le niveau social, au point qu'on appelle communément l'anglais le plus raffiné l'anglais de la reine. En tout cas, on l'appelait comme ça du temps d'Élisabeth. Et donc, Franck n'a pas du tout cet accent raffiné. Il a un accent très populaire, mais on voit que Aslan ne se soucie absolument pas de l'éducation. Il est intéressé par d'autres choses, et ce par quoi il est intéressé, eh bien, on le voit dans cette série de questions qu'il pose pour savoir s'il ferait un bon roi. Donc, il lui demande s'il saurait manier la bêche et la charrue et cultiver la terre. Donc, il met en avant le travail manuel et puis le courage aussi de faire une activité physique. Il n'attend pas de Franck qu'il soit le genre de souverain qui paraisse dans son palais pendant que les autres font le dur travail. Et là, Franck répond ben, oui, sans hésiter. Ensuite, il demande s'il serait capable de gouverner avec clémence et justice ces créatures qu'il ne doit pas considérer comme des esclaves ou comme des bêtes muettes, comme dans le monde qu'il connaît, mais des sujets libres. Et là, oui, tu dis qu'il est franc et il est aussi humble, puisqu'il dit je tâcherai d'être aussi honnête que possible. Il ne dit pas oui, mais voilà, il dit ben, je ferai de mon mieux. Et puis pareil, lorsqu'il lui demande est-ce que tu apprendras à tes enfants et à tes petits-enfants à faire de même, ben, j'essaierai. Il dit je ferai de mon mieux. Il y a une humilité très grande de sa part. Et puis après, ça va encore plus loin lorsque Aslan lui demande est-ce que tu n'auras pas de favoris, ni parmi tes enfants, ni parmi tes autres créatures? Est-ce que tu ne laisseras personne exploiter ni maltraiter son prochain? Et là, c'est un degré supérieur d'engagement. Et là, bah, Franck qui répond bah, je suis incapable de prendre de tels engagements en toute sincérité. Mais il va faire ce qu'il peut. Voilà. Il y a une humilité de plus en plus grande au fur et à mesure qu'Aslan lui donne des tâches de plus en plus importantes, du pouvoir, un pouvoir de plus en plus grand. Mais ça n'a pas l'air de déranger Aslan qu'il ne puisse pas promettre entièrement de faire ça et qu'il dise juste qu'il va faire de son mieux parce qu'en fait c'est tout ce qu'Aslan attend de lui. Et on voit que ils vont régner dans un monde qui est déjà déchu. Oui. Et on le voit par le fait qu'il y ait besoin de manier la bêche et de travailler la terre. C'est une des conséquences dans le livre de la Genèse de la chute. Auparavant, les humains avaient simplement à manger ce qu'il y avait, il n'y avait pas besoin de travailler la terre. Et c'est une des conséquences du fait que Adam et Ève aient mangé le fruit défendu, c'est qu'ils vont devoir travailler la terre et suer pour avoir leur nourriture. Et donc, pour moi, c'est clairement un clin d'œil de la part de C.S. Lewis qui nous dit on est dans un monde incroyable, mais on n'est pas encore dans un monde parfait. Il y a déjà des conséquences à l'arrivée du mal, et il va y avoir du travail, il va y avoir le travail de la terre, il va y avoir des guerres. Le fait d'avoir des favoris est possible. Le fait d'être injuste est possible. Donc on est dans un monde qui est complexe. Et la réponse de Franck est d'autant plus honnête face à ce monde imparfait. Beau, magnifique, mais déjà imparfait. Ensuite vient la cinquième question, où Aslan demande à Franck si, lorsqu'il y aura la guerre, il sera prêt à être le premier à s'élever contre les ennemis et le dernier à faire retraite. Et Franck dit c'est difficile de savoir tant que je ne suis pas dans la situation, mais oui, je vais essayer, j'essaierai de faire de mon mieux. Et Aslan lui répond tu auras accompli tout ce qu'un roi doit accomplir. Et ça renvoie à quelque chose qu'on a vu dans le chapitre 2. On vous avait dit d'ailleurs de retenir ça parce que j'avais dit qu'on allait le retrouver. Et voilà, on retrouve le contraste entre l'oncle Andrew et Franck, parce que l'oncle Andrew disait dans le chapitre 2 l'idée que j'aille moi-même à la recherche d'un monde nouveau est tout simplement ridicule. Autant demander à un général de se battre comme un simple soldat. Et en fait, ici, c'est exactement ce que Aslan demande à Franck. L'idée qu'Aslan a du pouvoir, c'est l'opposé de l'idée de l'oncle Andrew. Et on peut rajouter d'ailleurs des grandes semondes en général. On voit bien ici que c'est un trait important pour les bons leaders dans ce roman. On le voit avec Aslan qui ne se bat pas à la table de pierre, mais qui prend le poids de choses qu'il ne devait pas prendre pour le bien du reste de son monde. J'ai aussi envie de citer Tolkien et Aragorn dans ce même esprit. Aragorn qui est un roi, qui prend cette responsabilité de roi qui lui incombe de génération en génération et qui va se battre, qui est le premier à se battre, à défendre les plus faibles.
On rappelle encore que C.S. Lewis et Tolkien avaient vraiment vécu la guerre, que pour eux ce n'était pas simplement une idée morale, mais quelque chose de tout à fait concret, avec tous les traumatismes qui vont avec, et que dans leur pensée, un bon leader, c'est le premier à se battre et c'est le dernier à partir, et c'est une leçon particulièrement poignante de leur part, parce qu'on sait ce que ça veut dire pour eux. Mhm. Et c'est une idée qui vient aussi de la Bible, hein, bien sûr, puisque dans le Nouveau Testament, eh bien, Jésus, qui est censé être le chef, hein, donne aussi l'exemple en se mettant au service de ses disciples, notamment, par exemple, dans la scène très célèbre où il leur lave les pieds. Hein. Alors aujourd'hui, on a un peu de mal peut-être à comprendre cette scène, mais à l'époque, donc, c'était la coutume quand on arrivait quelque part, comme nous, on se lave les mains quand on est invité chez quelqu'un. Eh bien, à l'époque, ils étaient en sandales, les chemins étaient poussiéreux, et donc quand on était invité dans une maison, la première chose qu'on faisait, c'était de laver les pieds des invités, mais c'était une tâche qui était considérée comme humiliante, et donc elle était réservée aux derniers des esclaves. Et dans ce texte des évangiles, eh bien, Jésus lave les pieds de ses disciples pour montrer que si on veut être le maître, eh bien, il faut se mettre au service des autres. Et donc, dans ce sens-là, Franck va être un roi serviteur comme le Christ. Oui, le terme roi-serviteur est un terme important qu'on retrouve dans la théologie, dans certains chants chrétiens. Alors, c'était la dernière question, et Aslan est satisfait des réponses du cocher. Nous, on ne serait peut-être pas satisfait parce qu'en fait, il ne s'engage pas beaucoup, mais comme tu l'as fait remarquer, Lula, ce qui compte, c'est qu'il est sincère. Hein. Il prend pas voilà, il n'est pas grandiloquent, il est pas. Et ça me fait penser d'ailleurs, par exemple, à Pierre hein, dans la Bible, lorsqu'il dit jamais je ne te renierai à Jésus, etc. Et puis ensuite, en fait, il le renie. Donc voilà, je pense que pour Aslan, comme pour Jésus, eh bien, il vaut mieux être conscient de ses faiblesses hein, plutôt que de promettre des choses à la va-vite qu'on va être ensuite incapable de tenir. D'où le nom Frank, d'ailleurs, qui n'est pas traduisible en français, mais qui veut dire franc, honnête en anglais. C'est un homonyme en anglais. Tout à fait. Ça m'a fait penser aussi à une histoire de Shakespeare qui est Le Roi Lear. Donc, je vais vous résumer cette histoire rapidement. Le roi Lear a 3 filles, donc, et il demande à ses filles combien elles l'aiment. Et il dit que le territoire qu'il leur donnera sera conditionné par leurs réponses. Et donc les 2 premières filles utilisent beaucoup de superlatifs et d'exagérations, et elles lui disent tout ce qu'il a envie d'entendre, et il leur donne donc des grands territoires. Et la dernière, c'est celle qu'il aime le plus en vrai, de manière sincère, mais elle refuse d'utiliser un langage exagéré, elle dit juste la vérité. Et en fait, il est furieux parce qu'elle ne le flatte pas suffisamment, et il la bannit sans rien lui donner. Cette histoire, c'est une tragédie. Et en fait, dans la suite, dès que les sœurs ont obtenu ce qu'elles veulent, elles le chassent du trône et elles prennent tout le pouvoir. Et il se rend compte trop tard que la seule fille qu'il aimait vraiment, c'est celle qu'il a rejetée. Et il devient fou et il finit même par mourir. Ça me fait penser à l'importance d'être sincère ici. Et c'est ce que Aslan apprécie chez Franck, c'est qu'il est sincère et il dit ce qu'il pense vraiment. Il n'essaye pas de flatter, il n'essaye pas d'aller dans le sens de ce qu'il pense que l'autre veut entendre. Alors le nom de Franck, effectivement, oui, il y a une notion de droiture et d'honnêteté, hein, celui qui dit la vérité. Et on y reviendra dans quelques chapitres un petit peu plus en détail, mais oui, tu as tout à fait raison. Ça indique cette idée d'honnêteté. Et donc on arrive à la fin du chapitre avec l'annonce du couronnement prochain de Franck et Hélène et une courte conversation entre Aslan et Polly. Dans cette conversation, on voit qu'elle n'est pas considérée comme coupable, puisque tout ce que Aslan lui demande, c'est simplement est-ce qu'elle a pardonné à Diggory pour la façon dont il l'a traitée dans la salle des images. Et quand Polly répond oui, l'affaire est close. Et les derniers mots du chapitre sont c'est bien, à présent, occupons-nous du garçon. Et on s'occupera du garçon à l'épisode prochain. Voilà. Au revoir Anna. Au revoir Lula. Merci de nous avoir accompagnés pour cette nouvelle aventure derrière la porte de l'armoire. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Audible, YouTube et Amazon Music, ainsi que sur Instagram, derrière la porte de l'armoire tout attaché sans accent, et Facebook. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous mettre un pouce bleu ou quelques étoiles ou encore un commentaire. Ça nous permettra de mieux nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous envoyer vos suggestions, remarques, questions sur nos réseaux sociaux ou par mail sur derrière-la-porte-de-l'armoire@gmail.com, tout attaché, sans accent et sans majuscule. À très bientôt pour un nouvel épisode.